On va commencer évidemment par le courriel des contributeurs. Alors, bonjour à vous. Voici quelques petites questions pour votre direct du 16 janvier. D'abord, lors de votre dernier direct, vous avez affirmé que tous les partis d'opposition hongrois, ça, pour faire un lien avec la langue hongroise, formeraient une alliance pour battre Viktor Orban. Je comprends mal comment le Jobbik, plus à droite que le parti d'Orban et parfois qualifié d'extrême droite, peut faire alliance avec les partis de gauche postmodernes pour battre Orban. Le Jobbik ne serait-il pas plus avantagé s'il s'alliait à Orban? Alors, je vous réfère, ça c'est Alexandre qui nous envoie un courriel, je vous réfère à l'article du Visegrad Post, mon cher Philippe, qui s'intitule « Jobbik, brève histoire d'un virage à 180 degrés ». Si vous voulez lire la stratégie du Jobbik, qui est donc un parti à la droite du parti conservateur catholique de Viktor Orban, il a opéré une sorte de transition, il est devenu plutôt libéral et pro-européen. Donc le Jobbik s'est allié finalement aux autres partis sociaux-démocrates, plus à gauche, et voilà, ça risque d'être assez dur pour Viktor Orban lors des prochaines élections, parce qu'il va y avoir un tir de barrage groupé de la part de l'ensemble de l'opposition, du Jobbik jusqu'à l'extrême gauche. Donc le Jobbik avait une image d'extrême droite il y a quelques années dans les médias. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a eu un retournement de situation. Et cet article-là, donc du Visegrad Post, que je vous invite à consulter, hein, le média qui nous renseigne finalement sur ce qui se passe en Europe centrale. Si vous voulez suivre l'actualité en français sur l'Europe centrale dans une optique quand même plutôt patriotique, le Visegrad Post, c'est le média pour vous. Donc, je vous invite à le consulter. Ensuite, deuxième question. Peut-on considérer que l'invasion migratoire latino-américaine subie par les États-Unis est un retour de bâton bien mérité pour toute l'ingérence américaine de la guerre froide en Amérique du Sud? Coup d'État et notamment celui de Pinochet, déstabilisation, vassalisation des États sud-américains. En empêchant des régimes socialistes de développer l'Amérique du Sud, les Américains n'ont-ils pas creusé leur propre tombe puisque les États-Unis apparaissent aujourd'hui comme un Eldorado pour ces populations pauvres? Ah ben pas du tout, en fait. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi monsieur présuppose que les régimes socialistes développent l'Amérique du Sud. Hein? Je veux dire, le Chili de Pinochet est beaucoup plus industrialisé, est en meilleure santé économique que ne l'est Cuba. Donc, je veux dire, cette idée que les Américains mériteraient d'être envahis par l'Amérique centrale, hein, parce que c'est principalement l'Amérique centrale qui se déverse sur les États-Unis, non, absolument pas. Hein. Le problème de l'Amérique latine, c'est que c'est, disons, une civilisation, si on peut dire, ou en tout cas, un sous-continent raté. Les Espagnols ont mal fait la colonisation. À mon sens, se sont trop métissés avec les populations autochtones et ça donne l'Amérique latine, surtout l'Amérique centrale, qui est dans un état sécuritaire catastrophique, économique catastrophique. Mais ce n'est pas la faute des Américains. Ce n'est pas la faute du méchant homme blanc. C'est la faute des Centro-Américains eux-mêmes. Ils sont responsables de leurs conditions. Hein, c'est comme dire l'Afrique mérite la colonisation africaine aujourd'hui parce qu'elle a colonisé l'Afrique. Mais non. Qu'est-ce que la France a fait en Afrique? C'est civiliser. Elle a finalement fait baisser le taux de mortalité infantile. Elle a développé les populations africaines et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une explosion démographique africaine. C'est à cause de la science européenne. Et ce n'est pas une raison pour faire en sorte que les Européens, parce qu'ils ont aidé à se développer les Africains, parce qu'ils ont aidé les Africains à se développer, ce n'est pas une raison pour qu'eux-mêmes soient noyés sous des masses et des masses et des masses d'Africains. Donc, toute cette espèce de logique décoloniale qui voudrait qu'on soit dans une sorte de culpabilité, je la rejette totalement et je pense qu'il faut la rejeter. L'Amérique centrale est dans un état catastrophique à cause des Américains centraux. Okay, le Guatemala, le Salvador, le Honduras, le Mexique, c'est des pays à la ramasse parce que c'est des populations à la ramasse. Ce n'est pas la faute des Américains. Bon. Finalement, je ne sais pas si vous êtes un lecteur de Nietzsche, mais je suis en train de lire « Ainsi parlait Zarathustra ». Et une réflexion m'est venue à l'esprit. Les souverainistes, nationalistes québécois ne luttent-ils pas contre deux ennemis? D'abord, le régime fédéral, ce qui n'est pas rien, mais surtout contre le dernier homme dont parlait Nietzsche. C'est-à-dire que nous devons mobiliser une population qui aujourd'hui est totalement sortie du paradigme historique réel. Elle ne pense qu'à jouir sans entrave et ne veut pas être ennuyée par des questions politiques. Il n'y a qu'à voir les regards terrifiés des membres de la famille lorsqu'on évoque l'indépendance lors des repas de Noël ou du jour de l'an. Tout de suite, ils veulent changer de sujet. Alors que les nations déjà existantes se voient contester leur légitimité d'exister, nous devons lutter pour en créer une nouvelle, une ineptie pour cette époque. Les jeunes sont sans frontiéristes et plus soucieux de l'environnement que de leur peuple. Les adultes veulent les 2 semaines de vacances dans le Sud et les vieux ne veulent pas perdre leur retraite.
Cela peut également s'approcher du livre « Au pays de la vie ordinaire » de Mathieu Belize que je vous recommande. Voilà tout. Bravo encore pour votre excellent travail. Continuez le combat nationaliste. Alors, c'est vrai, on affronte à la fois la dépolitisation de notre propre peuple, en plus du régime fédéral. Mais ça, en effet, je ne sais pas quoi dire. C'est une évidence. Vous savez, de toute manière, Nietzsche était un aristocratique. Hein? Il ne croyait pas au réveil des masses. Il pensait finalement que l'homme nouveau qui allait apparaître, ou le surhomme, ou le nouvel homme, était réservé à une élite. Donc pour lui, que les masses soient un peu abruties et dépolitisées, c'est un peu la base. Vous savez, de toute manière, ce sont les minorités qui font l'histoire. Ce sont les minorités agissantes qui font l'histoire. C'était une minorité qui était anti-duplessiste et qui a mis en place la Révolution tranquille. Et le peuple a suivi. L'important pour nous, les nationalistes, c'est pas qu'on convainque 100% de la population. C'est même pas qu'on convainque 50% plus 1 de la population. C'est qu'on arrive à opérer une sorte de révolution culturelle et le peuple va nous suivre quand on va prendre le pouvoir. Comprenez? Il faut former une élite. Il faut viser l'élite. D'ailleurs, le nombre de vues sur Nomos TV est assez modeste comparativement à ce que fait Radio-Canada. Notre anti-bye-bye, comparativement, je pense que ça a été un score incroyable pour le bye-bye actuel. C'était plus de 4 millions de vues, etc. On vise une élite à Nomos TV. On ne vise pas la grande majorité des masses. On vise les nationalistes conscients afin qu'il s'opère une révolution culturelle, des gens qui sont capables de prendre des postes de pouvoir et influencer dans 5 ans, 10 ans, 15 ans la politique québécoise. Donc, on ne vise pas les masses. On ne visera jamais les masses. S'attendre à ce qu'il y ait un réveil des masses, ça, c'est un truc de gauchiste. Et comme on est des droitards, eh bien, on regarde le réel. Et le réel nous indique que le réveil des masses, c'est un fantasme historique. Ça n'arrive jamais. Ce qui est important, c'est d'avoir une élite consciente, nationaliste, qui prenne le pouvoir et qui réussisse à opérer un changement culturel. C'est ça qu'il faut viser. Voilà, donc ça, c'était le courriel d'Alexandre. Il signe votre ami Alexandre. Merci, très bon courriel. Nietzsche, l'Amérique latine, la Hongrie et le combat culturel.